J'ai 9 incubateurs fois 70 000 œufs par incubateur. Ça fait pas mal de job. Tu sais, dans ça, j'ai 26 000 poissons, puis dans ça, j'en ai 15 000. Ça, c'est nos géniteurs de grise, ça. C'est probablement une truite qui arrive du Grand Lac Jacques-Cartier, là, dans la réserve des Laurentides. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Janton. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Portneuf. Nous allons vous montrer les dessous d'une opération bien utile au succès des pourvoiries et sites de pêche au Québec. Bienvenue dans le monde de l'ensemencement. Je m'appelle François Guillemette, je suis copropriétaire de la pisciculture de la Jacques-Cartier avec Pierre Is, mon associé. On se trouve ici sur le site de Cap-Santé. On a aussi une autre entreprise qui est située au pied du Mont Mégantic, qui se trouve être pisciculture de la Jacques-Cartier, station Mégantic. Et puis, on a bâti ici il y a 20 ans, on a bâti en 99, c'était une forêt. Et puis, on a transformé ça en pisciculture. Regarde, tu vois, ça c'est un par un comme ça. Il faut tout que j'enlève les œufs morts ou les larves mortes. J'ai 9 incubateurs fois 70 000 œufs par incubateur. Ça fait pas mal de job. Il y aurait des traitements, on pourrait travailler avec de l'antifongique, du formol ou d'autres produits. Mais nous autres, on a décidé d'utiliser aucun traitement chimique. On fait tout ça manuellement. Donc, j'ai un employé là, de octobre jusqu'à décembre, à peu près tout ce qu'elle fait, c'est piquer des œufs. Là, c'est beau, là, mais des fois, là, tu peux avoir, pour une raison X, là, tu peux avoir une fraye là, qui va te générer 50 % de mortalité. Soit parce que les ovules n'étaient pas prêtes, ou qu'ils étaient passés durs, ou quoi que ce soit de même. Là. Fait que quand tu mets ça là-dedans, là, tu as, mettons, c'est 70 000 œufs par incubateur. Là. Bien, divise ça en deux, tu es rendu pas loin d'un 35 000 œufs à piquer, comme ça. Puis on peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser là-dedans parce que c'est comme une pomme dans un panier de pommes. Oui, ça va s'étaler. Le champignon va s'étaler puis il va aller recouvrir toutes les autres œufs puis il va finir ultimement par les étouffer. Okay. Là, cette année, on s'est doté, on a tout mis ça en recirculation. Maintenant, tout mon système que tu vois là, il est tout en recirculation. Mon eau passe par des rayons UV, par un filtre au sable. Mon entrée d'eau est traitée. Je traite mon eau à l'entrée pour sortir tous les métaux lourds qu'on peut avoir. J'ai beaucoup de fer ici, j'ai beaucoup de manganèse. Ça, c'est des œufs d'arc-en-ciel, de truites arc-en-ciel, qui arrivent directement des États-Unis. Ça arrive à l'aéroport ici à Dorval. C'est dédouané, puis c'est shippé par autobus jusqu'à Sainte-Foy. On reçoit ça dans des grosses caisses de styrofoam avec de la glace dessus. Mais pour les œufs de moucheté, c'est nous autres qui avons nos propres géniteurs. On fait nos œufs à partir de zéro. On fait notre frais ici. Puis, mais pour les œufs d'arc-en-ciel, c'est plus compliqué un peu. Là. Fait qu'on fait venir ça des États-Unis.
Ou ils peuvent avoir des pontes presque à tous les mois, ils peuvent avoir des pontes. OK. Tandis que comme la mouchetée, ben, c'est une fois par année. Tu as une ponte une fois par année qui est à l'automne seulement. Une fois que les larves ont toutes résorbé leur sac vitellin, là, ils sont prêts à manger par eux autres mêmes. Là. Donc, à ce moment-là, on va les prendre des incubateurs, on va les transférer dans les bassins suédois ici. Puis là, on va commencer une alimentation là, 24 heures sur 24. Puis la grosseur de la moulée est en fonction de la grosseur du poisson. On commence vraiment avec presque de la farine, du 0,5 mm. Et puis, ultimement, quand ce poisson-là va avoir 12, 13, 14, 15 pouces, bien, il va manger de la 6 mm. Il va manger de la moulée grosse de même. On a des taux de conversion alimentaire. Taux de conversion alimentaire, c'est le nombre de livres de nourriture que tu donnes pour générer un nombre de livres de chair, par exemple. Là. Puis avec le poisson, dans les jeunes stades comme ça, là, on est à 1 pour 1. Donc, moi, je donne 1 kg de moulée, ça me génère 1 kg de poisson. C'est important d'avoir tout le temps une eau propre. Sinon, c'est les branchies des poissons qui vont en souffrir. Puis ultimement, bien, ça va me générer de la mortalité. C'est pas compliqué. Un poisson, c'est soit sa vie, soit sa mort. Le stade entre les deux n'est pas long. Il faut que tu y fasses attention. Fait qu'une fois par jour, le matin, on tire sur cette valve-là qui génère une aspiration dans le bassin, qui aspire tout le fumier qui a été généré pendant 24 heures par le poisson. Et ultimement, là, par une série de canalisations, ce fumier-là va se ramasser dans mon étang de sédimentation à l'extérieur. Quand on va avoir dépassé 12 kg de poissons par mètre cube, il va falloir les transférer dans des bassins avec des plus gros volumes, justement pour éviter que les poissons s'abîment les nageoires entre eux autres parce qu'ils sont trop densément peuplés. Les mères de ces poissons-là, c'est de la truite grise, puis les pères, c'est de la truite mouchetée. Mais tu peux aussi faire l'inverse. Là, on appelle ça de la moulaque. Les grises viennent du Grand Lac Jacques-Cartier dans la réserve des Laurentides. Puis j'ai une partie des grises aussi qui viennent du lac Bon-Lac dans la réserve de Portneuf. Puis pourquoi qu'on travaille avec les œufs de grise? Tout simplement parce que les œufs sont plus gros. Un, ça va générer à l'éclosion des larves qui sont déjà plus grosses. Puis deux, ça va éviter beaucoup d'avortements. Si on travaille avec des petits œufs de moucheté, on va avoir beaucoup d'avortements durant l'incubation. Parce que j'ai comme l'impression que la larve est comme trop prise dans l'œuf, puis elle éclot avant son temps. Il meurt automatiquement. Là. Fait que, comme je te disais tantôt, ça fait énormément de travail dans les incubateurs. Il faut toutes les piquer un par un pour éviter la prolifération de champignons. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des œufs de grise. Ils sont vraiment beaucoup plus gros. Ça génère beaucoup moins d'avortements. Puis au printemps, bien, quand les poissons éclosent, déjà, j'ai une larve qui est presque 2 fois plus grosse que si j'avais travaillé avec un œuf de moucheté. J'ai toujours aimé les poissons. J'ai fait une technique en aménagement de la faune à Saint-Félicien sur l'aménagement de l'habitat en poissons. J'ai fait mon bac à Trois-Rivières en biologie et j'ai fait ma maîtrise à Trois-Rivières en biologie sur les sites de fraie pour l'ombre de fontaine. Et puis en même temps, j'avais peut-être chez mes parents 5, 6, 7 aquariums remplis de différentes espèces de poissons, des récifs, des coraux, puis nomme-les toutes, là. Ça ici, c'est vraiment 6 unités, 6 bassins de 5 mètres cubes en volume chaque, mais chaque unité est indépendante, puis chaque unité est en recirculation. Un peu que c'est le même principe qu'un aquarium. J'ai un filtre biologique avec des bactéries là-dedans qui s'occupent de transformer l'ammoniaque du poisson en nitrite, puis par la suite en nitrate, ce qui est plus toxique pour le poisson. Le nitrate est plus toxique pour le poisson. Mais c'est vraiment le même principe qu'un aquarium conventionnel avec nos petits filtres là, qui ne fait pas toujours laver pour pas ôter toutes nos bactéries. C'est le même principe, mais c'est en plus gros. Fait que ça me permet, dans cette pièce-là, de faire beaucoup plus de poissons avec pas beaucoup d'eau. Je devrais travailler peut-être avec chaque bassin, si j'étais en circuit ouvert, je devrais travailler peut-être avec un tuyau de 2 pouces qui coule à plein d'eau. Là, tandis que là, je travaille avec un tuyau qui coule peut-être gros comme mon petit doigt d'eau, tout simplement.
C'est une grosse différence. Ça me permet d'économiser beaucoup d'eau et ça me permet aussi en même temps de pouvoir la réchauffer, mon eau. Je suis capable de chauffer l'air de ma pièce qui va ultimement réchauffer mon eau. Puis plus mon eau est chaude, bien, jusqu'à un certain degré, là, je te dirais autour de 14-15 degrés, là, bien, c'est l'optimum de croissance. Où j'ai le plus de croissance, c'est à ces températures-là. À la maîtrise, bien, j'ai rencontré Pierre, mon associé, qui était le professionnel de recherche là, de mon directeur de maîtrise, Dr. Pierre Magnan. Et puis, de fil en aiguille, on est parti comme ça. On a su qu'ici, sur le site, il y avait beaucoup d'eau parce que c'est l'ancien lit de la rivière Jacques-Cartier à l'époque de la dernière glaciation. Donc, on s'est lancé dans l'aventure en 99 et puis, bien là, 21 ans plus tard, on est encore passionné. Je te dirais, j'ai encore la passion. Là. Mais ça, c'est des bassins de 15 mètres cubes. Ça veut dire que ce que tu vois là, il y en a 2 fois plus profond dans la terre. C'est comme 3 bassins de l'autre côté. J'avais du 5 mètres cubes, là, je suis rendu avec du 15 mètres cubes. Mais c'est vraiment le même principe. Je rentre presque pas d'eau neuve, mais je suis capable de faire quand même beaucoup de poissons malgré le fait que j'ai pas d'eau neuve. Là. Tu sais, dans ça, j'ai 26 000 poissons, puis dans ça, j'en ai 15 000. Je serais pas capable de le faire si je travaillais juste en eau neuve. Parce que je manquerais d'eau dans la pisciculture. Fait que ça me permet de faire plus de poissons avec moins d'eau. Ah, j'en ai des belles dans ça. Tu vois, là, t'en as une, moulac. Il n'y a pas de points bleus. On a quelques petits points rouges, mais on voit que la gueule est beaucoup plus pointue. Puis même qu'on est capable déjà de voir des dents. La queue n'est pas tout à fait fourchue, elle n'est pas tout à fait droite non plus. Et ce qui va être représentatif aussi, c'est qu'une truite mouchetée, on va avoir sur la nageoire, on va avoir une ligne blanche, une ligne noire et après ça, la ligne orange. Si on avait une truite mouchetée, là, on aurait une grosse ligne noire là, qui serait très, très marquée là, juste à côté de la ligne blanche. C'est pas un métier que tu fais par obligation. C'est un métier qu'il faut que tu fasses par passion, là, parce que c'est quand même... moi, je compte pas mes heures. Je travaille le samedi, je travaille le dimanche. Il n'y a pas vraiment d'heures. Donc, si tu n'as pas de passion, ça va paraître sur le poisson, ça, c'est sûr. L'eau dans le sous-sol, elle est saturée en azote. Le poisson mourrait, écoute, en moins de 15 minutes, le poisson serait sur le dos. Là. Fait que c'est bien important de dégazer notre eau. T'sais, en haut, elle rentre saturée en azote, puis en bas, bien, elle tombe saturée en oxygène. Les colonnes de dégazage sont remplies de ça. C'est ce qui permet de fractionner l'eau, puis de faire l'échange d'oxygène, sortir l'azote, puis la saturer en oxygène. L'épreuve la plus difficile pour un producteur, c'est vraiment des pertes massives de poissons. C'est difficile pour le moral de voir ton poisson mourir. C'est difficile pour le moral de ramasser du poisson mort qui aurait dû être ensemencé. Et aussi, c'est difficile pour le portefeuille là, parce que, je veux dire, on a investi sur ce poisson-là, on n'est pas capable de le vendre et bien, ça fait qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. Là. Et puis, bien, je te dirais que j'ai passé quelques années sans avoir de paye. Là. On a roulé des scènes noires dans les premières années. Là. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Derrière ça, ici, c'est nos bassins de géniteurs qu'on a isolés du reste, juste pour, vu que c'est un aire de travail ici, juste pour éviter les éclaboussures d'eau, la contamination des géniteurs par du poisson qui arrive de dehors, qui peut être potentiellement porteur de maladies ou contaminé. Et puis, on est capable de contrôler aussi
la luminosité, ce qu'on appelle la photopériode. Le développement des œufs est en fonction de la quantité de lumière qu'on a par jour. Moi, dans ça ici en arrière, je suis capable de le faire une photopériode naturelle, si vous voulez, ou je suis capable de le faire une photopériode devancée. Au lieu de l'effrayer au mois d'octobre, je serais capable d'effrayer, par exemple, au mois de juillet. Si je le faisais croire que le mois de juillet, c'est le mois d'octobre pour eux autres, au niveau de la lumière. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça le plus noir possible pour avoir un contrôle sur ma lumière. Ce qui nous permet d'arriver sur un cycle d'un an, d'arriver avec du poisson plus gros parce qu'il est né plus de bonne heure. Ça, c'est nos géniteurs de grise, ça. C'est probablement une truite qui arrive du Grand Lac Jacques-Cartier, là, dans la réserve des Laurentides. C'est un poisson d'à peu près 5-6 ans, celui-là. Là. Mais on a des poissons que je ne connais pas l'âge, qui doivent dépasser le 15 ans. Ça, c'est un gros mâle. Fait que tu vois que la moulaque là, garde la forme de sa tête, de sa gueule. Là. La truite moulaque ressemble beaucoup plus à ça aussi que, comme on voyait tantôt, là, que la truite mouchetée, là, qui aurait un nez beaucoup plus rond. Là. Comme on voit, elle non plus, sur la nageoire, elle n'a pas de ligne noire. Là. Tu vois, il y a la ligne blanche, puis après ça, tu tombes couleur nageoire, si tu veux. Là. Mais avec une mouchetée, là, tu vas avoir ligne blanche, ligne noire, puis après ça, couleur nageoire. Là. Quand ils sont rendus trop gros pour rester à l'intérieur, sont mis dans les étangs en terre ici que vous voyez. Toute l'eau que vous avez vu couler dans la pisciculture sort ultimement dans le lac numéro 1 et par gravité va passer du lac numéro 1 au lac numéro 2, au lac numéro 3 et au lac numéro 4, ainsi de suite, avant de s'en aller dans l'étang de sédimentation. On va mettre les poissons les plus fragiles dans la première étang parce que c'est l'eau qui est la plus froide, c'est la première étang. Puis les poissons qui sont le plus coriaces vont s'en aller dans la dernière étang parce que ultimement l'eau va se réchauffer, l'été va se réchauffer en passant d'un lac à l'autre comme ça. Nous, on a fait le choix de travailler avec des étangs extérieurs en terre, tout simplement pour être capable de conditionner un peu le poisson avant qu'il soit ensemencé dans les lacs naturels. On peut comprendre qu'un poisson qui a été élevé entre 4 murs de béton, avec une lumière qui est constante, une lumière artificielle constante et une température d'eau qui est constante, va être beaucoup plus déboussolé quand on va l'ensemencer dans un lac naturel qu'un poisson qui est dans ces étangs-là depuis qu'il a peut-être bien 3-4 pouces, qui va avoir des canicules, qui va avoir des insectes. Le soir ici, là, si on passe le soir, là, ça saute partout, partout, partout. On fait par exprès pour laisser beaucoup de foin sur le tour des étangs pour générer de la nourriture, générer des insectes. Et puis, le poisson va avoir vu les prédateurs, va avoir vu les grands hérons, les martins pêcheurs, les aigles pêcheurs, les visons, les oiseaux noirs. Ces poissons-là ont vu la neige, la pluie, donc sont déjà naturellement plus prêts à être ensemencés et prêts à mordre immédiatement. Parce qu'un poisson qui est stressé, la première chose qu'il va arrêter de faire, c'est de manger. Donc, si ton poisson que tu viens d'ensemencer ne veut pas manger, bien, il ne mordra pas. Tandis qu'un poisson qui arrive d'un étang semi-naturel comme ça va être ensemencé, puis déjà dans l'après-midi, il va faire son petit bonhomme de chemin, puis il va déjà commencer à mordre. Là. Oui, les prédateurs nous en prélèvent une certaine partie, effectivement. Faut quand même faire une certaine surveillance puis une certaine déprédation parce que c'est facile de se ramasser avec facilement un 15 à 20 % de perte. Je sais comment on met de poissons dans l'étang, mais on ne sait jamais comment il va en rester un an plus tard. C'est un choix qu'on fait, mais on le récupère beaucoup en qualité de poisson et en satisfaction de nos clients. Là, présentement, ils sont en train de préparer une commande de truite arc-en-ciel, un 700 livres de truite arc-en-ciel. Ce qui a été fait, c'est que le poisson a été sorti du lac,
transportés dans la citerne derrière le VTT. Puis là, vu que c'est vendu à la livre, bien, ils sont en train de le peser. Ils sont en train de peser les poissons. Ils vont faire des poubelles d'une quarantaine de livres environ. Puis après ça, ils vont prendre la poubelle, vont prendre la pesée sur la poubelle. Puis le poisson va être déposé dans les cages de préparation qui sont là. Puis moi, demain matin, bien, demain après-midi, je vais prendre les poissons qui sont dans les cages, je vais les mettre dans mon camion, puis je vais les apporter chez mon client. À matin, ce poisson-là qu'on va charger, on a 2 carreaux à charger. On a 1500 poissons là, de presque une livre ici. Puis dans l'autre carreau ici, on a 4000 truites de 8 à 10 pouces. Ça s'en va pour la réserve de Portneuf, ici là, à Rivière-à-Pierre. On livre une fois par semaine, à tous les jeudis, on livre ces quantités-là jusqu'au début septembre. Là, tu me parles du sel que vous mettez dans les réservoirs avant de les livrer. C'est intéressant. Pourquoi vous mettez du sel comme ça? Bien, on met du sel parce que ça a comme fonction là, de moins stresser le poisson. Et le poisson aussi a tendance à perdre beaucoup moins son mucus, sa pellicule protectrice. Là. Donc, durant le transport, il a tendance à perdre beaucoup moins son mucus. Puis ça fait aussi que le poisson garde ses couleurs, garde ses belles couleurs. On les charge, ils vont être toutes belles. Puis quand on les décharge, à cause de la couleur du réservoir, ils vont avoir pâli un peu. Mais avec le sel, ça l'évite ça. Fait qu'on décharge du poisson là, qui garde ses belles couleurs. À cause de la couleur du réservoir. Oui. Vous allez prendre une truite, vous allez la mettre d'une chaudière blanche, elle va devenir blanche. Vous allez la mettre d'une chaudière noire, elle va noircir. Le poisson prend un peu la couleur de son environnement. Puis, tu sais, on investit quand même, c'est 5$ dans la moulée, c'est 5$ la poche pour avoir de la pigmentation. La pigmentation qu'on trouve chez les crevettes, là, ben, c'est celle-là aussi qu'on met dans les poissons, mais c'est un supplément. Fait qu'on voudrait bien que quand le poisson est coloré, être capable de le montrer aux clients aussi. Là. Combien de poissons peux-tu livrer dans une année? J'estime autour d'un 500 000 poissons. 500 000 poissons. Ici, on en produit environ 90 000. À mon autre entreprise, on en produit autour peut-être bien d'un 300 000. Puis j'ai des producteurs aussi qui me font du poisson. Okay. D'autres pisciculteurs qui me font du poisson que moi je vais chercher puis que je revends par la suite. Là. La moyenne du poisson, c'est autour de 9 à 11 pouces. Il y a certains clients qui prennent plus petit un peu, ils veulent plus de volume. Puis il y en a d'autres qui en prennent moins, mais ils prennent du plus gros poisson. Aujourd'hui, on va rentrer un voyage là, de truites de 2 livres, 2 livres et demi. Là. Parce que j'ai un pourvoyeur là, qui va prendre ça demain. On s'en va porter ça dans Charlevoix demain. Puis lui, il y a un lac à grosse pour offrir de la grosse à ses clients. Dans le camion, on injecte de l'oxygène pur. Puis ce que tu entends virer là, le son, c'est des compresseurs. Les bulles qui sont ici et là-bas, là, c'est juste de l'air qui sort du compresseur. Ça l'aide à dégazer notre eau. Parce que le poisson, quand il respire, il fait du CO2. Il génère du CO2. Mais c'est un gaz qui est quand même... On va en remettre en avant, je pense. C'est un gaz qui est difficile à sortir de l'eau. Si t'as pas
une action mécanique pour le faire, comme des bulles ou ben donc, une pompe, pas que ce soit de même. Là.